Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Rima Abdul-Malak. Bonjour. Si la vie est un film, on peut dire que Cannes est son reflet. Quel regard portez-vous sur ce 76e Festival de Cannes qui laisse une place un peu plus grande aux femmes, à la diversité, à la jeunesse, mais qui semble aussi mettre sous le tapis les sujets qui fâchent, les sujets qui dérangent? C'est vrai que ce festival, il y a plus de femmes cette année. 7 femmes. 33% de réalisatrices. Voilà. Oui, C'est mais un record, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a encore des efforts, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Plus de films de cinéastes africains. Le retour des Américains, parce qu'après 2 ans et demi, 3 ans impactés par la pandémie, il nous manquait un peu. Et voilà que les Américains sont de retour. Et bien sûr, Cannes, sans polémique, c'est pas Cannes. Ouais. Donc, heureusement que c'est aussi toujours un festival qui est une caisse de résonance de toutes les questions qui agitent la société. Et c'est bien que ce soit aussi un lieu de débat, de friction, d'échange, de positionnement, de controverse. On a vu Johnny Depp, star en majesté. Il est accusé de violence conjugale aux États-Unis. Ça a donné lieu à un procès retentissant là-bas. Ça vous a troublé qu'il soit là, Johnny Depp, ou pas? Bien sûr que c'est troublant, mais c'est pas à moi, ministre de la Culture, de choisir quel va être le film d'ouverture. Imaginez si je commence à faire ça, c'est la fin de la liberté de programmation et c'est la fin du Festival de Cannes. Mais quand on lutte contre les violences faites aux femmes, comme veut le faire le gouvernement depuis des années, c'est pas une image un peu gênante, même s'il y a la présomption d'innocence et tout ça, évidemment. C'est quand même un film réalisé par une femme, Mai Wen, qui choisit, elle, c'est son choix de femme, d'aller chercher Johnny Depp pour ce rôle. Et en plus, c'est un film sur une femme, Jeanne du Barry, plutôt invisibilisée par l'histoire, qu'elle veut remettre en lumière. Donc c'est beaucoup plus complexe que juste le sujet des violences sous l'angle de la vie de Johnny Depp. Et puis moi, au fond, ce qui m'importe au-delà de ça, c'est de voir que dans le cinéma, il y a des films qui nous aident à changer de regard sur ces sujets. Même là, au Festival de Cannes, le film de Valérie Donzelli, par exemple, sur l'emprise, sur les relations toxiques, c'est un film passionnant pour comprendre et changer les regards et changer les mentalités sur ces sujets. On sera l'invité de Julia et de Damien tout à l'heure avec Virginie Efira. Autre polémique, elle concerne Catherine Corsini, dont le film a été maintenu en compétition, malgré de lourds soupçons sur le tournage, concernant notamment les gestes déplacés de 2 membres de l'équipe sur des jeunes comédiennes, à tel point que le CNC a privé ce film de son aide. Ce film-là a-t-il sa place dans la sélection ? Là encore, il y a une totale liberté de programmation du programmateur du festival, Thierry Frémaux. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment, en tant que ministre, je peux agir, quel levier je peux actionner pour lutter efficacement contre les violences. Il y a une façon très simple, en ne déroulant pas le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, comme l'ont écrit plusieurs comédiens et comédiennes dans plus efficace, qui est en amont, de travailler, et c'est comme ça qu'on a mis en place une conditionnalité des aides. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une aide du CNC s'il n'y a pas eu une formation de l'équipe sur le sujet des violences, sur la prévention des violences, s'il n'y a pas un référent harcèlement, s'il n'y a pas un circuit de signalement qui est mis en place. Et ça, on l'a mis en place pour tous les secteurs de la culture. Ça, c'est une manière efficace de lutter contre les violences sur les tournages. Les accusations se multiplient aussi contre Gérard Depardieu. Nos confrères de BFM ont diffusé hier soir un témoignage très fort d'une comédienne qui raconte comment elle a été violée. Y a-t-il aujourd'hui un problème Depardieu dans le cinéma français ? Il y a un problème d'écoute de la parole des femmes, qu'on doit écouter encore plus, qu'on doit prendre en compte. Cette parole qui se libère depuis le mouvement MeToo, c'est un mouvement très important qui est en train d'impacter toute la société. Après, je n'ai pas à me substituer à la justice. Visiblement, la majorité des femmes qui ont témoigné n'ont pas porté plainte. Donc, il va falloir que la justice aussi se prononce. Mais encore une fois, moi, je veux agir concrètement aux côtés de tous mes collègues du gouvernement pour que et vous croyez ces violences ces femmes qui témoignent, plus. qui viennent raconter ce qu'elles disent avoir vécu ? Par principe, je crois toujours les femmes, mais après, je n'ai pas à me substituer à la justice. Il y a aussi la jeune comédienne Anna Biolay, fille de Chiara Mastroianni et de Benjamin Biolay, victime d'un harcèlement ignoble sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, depuis qu'elle a monté les marches pour le film dans lequel elle joue. Comment on peut lutter contre ça ? Est-ce qu'on doit se résigner à accepter ce genre de lynchage, encore une fois, ultra violent sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est un lynchage absolument inacceptable sur les réseaux, qui montre à quel point les réseaux sociaux sont devenus aussi une jungle de grande violence. Et donc aujourd'hui, avec certaines réformes aussi discutées au niveau européen, comme le DSA, que mon collègue Jean-Noël Barrot va transposer en France, on a des actions pour responsabiliser plus les plateformes aussi par rapport à ce qui se passe sur leur réseau. Les plateformes dont les films sont pour l'instant pas acceptés dans le concours, dans le Festival de Cannes, est-ce qu'il faut leur ouvrir cette compétition ou pas, à votre avis ? Si ces plateformes acceptent de sortir leurs films en salle, comme c'est le cas là pour le film de Scorsese produit par Apple, oui.
Mais il faut sortir les films en J'ai salle. l'impression que c'est sortir en salle. Parlons des sujets plus réjouissants. Vous avez présenté un plan à 350 millions pour aider le cinéma français. En quoi il va consister, ce plan ? Ce plan consiste à doubler les surfaces de tournage pour les studios, parce qu'en France, on manque d'infrastructures de studios et de plus en plus de films et de séries se tournent en studio. Par exemple, à Marseille, qui est la deuxième ville la plus filmée de France, il n'y avait pas d'infrastructure de studio. Il va y en avoir. 11 studios de tournage vont être soutenus par ce plan. Mais l'autre volet, le plus important pour moi, c'est la formation. C'est de pouvoir doubler nos capacités de formation. Ce sont des secteurs, le cinéma, l'audiovisuel, Donc tous les métiers qui du cinéma recrutent beaucoup, mais qui sont en tension. Ce sont des métiers en tension. Oui, tous les métiers du son, de l'image. Dans le cinéma, dans l'audiovisuel, on va doubler nos capacités de formation, passer de 5 000 à 10 000 personnes formées pour créer de l'emploi et pour renouveler les talents, à échéance 2030. Donc ça vient assez vite. Autre actualité, Rima Abdul-Malak, elle concerne les biens spoliés. Le Sénat a examiné hier un projet de loi destiné à faciliter la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs par l'Allemagne nazie. Qu'est-ce que ce texte, s'il est voté, changera concrètement et dans quel calendrier ? Oui, j'étais très émue de présenter ce texte. C'est mon premier projet de loi en tant que ministre, depuis un an que j'ai été nommée. Et c'est un texte historique puisque pour la première fois, le Parlement est amené à se prononcer sur une loi cadre générale qui va faciliter les restitutions de tous les biens culturels qui ont été spoliés aux familles juives entre 1933 et 1945. On estime que c'est à peu près 100 000 œuvres et objets d'art, qu'il y a aussi 5 millions de livres. Évidemment, on n'arrivera pas à tout restituer, à retrouver toutes les familles, tous les ayants droit. C'est un travail aussi d'enquête. Mais aujourd'hui, dans les musées français, il y en a combien, vous savez ou pas ? C'est impossible de savoir. En fait, justement, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est plus de recherches sur la provenance, l'origine des œuvres. Ce sont des travaux de longue haleine que beaucoup de chercheurs, d'historiens, de généalogistes font. Donc c'est à la fois permettre par la loi de sortir des collections publiques ces œuvres plus facilement, parce qu'aujourd'hui, ces œuvres sont protégées par le principe d'inaliénabilité. Il faut une loi pour les sortir des collections et les rendre. Mais c'est en parallèle développer les formations, développer les recherches de provenance pour mieux détecter l'origine douteuse de ces œuvres quand elles sont douteuses. Il y aura restitution quand c'est possible et réparation financière pour les propriétaires ou les ayants droit ? Les réparations financières sont déjà prévues par une commission d'indemnisation des victimes des spoliations qui a été mise en place il y a déjà plusieurs années. Donc c'est évidemment possible aussi. La culture, c'est aussi une question d'argent. La Première ministre a demandé à tous ses ministres de faire un effort de 5% sur les dépenses. Est-ce que le budget de la culture sera touché l'année prochaine ? Il sera en baisse ? On est encore en discussion sur nos budgets. Le budget 2024 est loin d'être adopté. Donc, nous sommes en discussion. Mais tous les ministres ont eu à proposer effectivement des propositions d'économie. Mais moi, j'avais déjà eu un budget en hausse de 7% entre 2022 et 2023. Vous allez devoir baisser encore plus ou pas ? Non, pour l'instant, on est encore en discussion. Il y a évidemment l'inflation, il y a des nouveaux projets et il y a des endroits où on peut faire des économies et donc tous les ministres sont amenés à le faire. L'argent sert aussi à distribuer des subventions pour aider la culture à vivre, à s'épanouir. En région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est critiqué pour avoir notamment retiré une subvention à un directeur de théâtre qui l'avait critiqué. C'est bien fait pour lui, on ne mord pas la main qui nous nourrit ou c'est pas acceptable ce qui s'est passé là-bas ? Non, la France est un pays de liberté d'expression et de liberté de création. C'est un principe intangible de notre démocratie et de notre modèle culturel. Aussi. Bien sûr qu'une collectivité a toute liberté d'attribuer ou pas des subventions, mais il se trouve que ça se passe dans un cadre de partenariat entre l'État, les collectivités. On signe des conventions, on donne une visibilité sur 3 ans, on discute, on échange. Là, il y a d'abord une brutalité dans la méthode, c'est-à-dire une décision unilatérale de retirer une subvention sans en discuter avec les partenaires et sur des critères qui ne sont pas clairs. Ce théâtre en particulier, c'est le théâtre jeune public de Lyon, c'est-à-dire un théâtre qui touche des enfants, des élèves, des scolaires qui viennent voir peut-être pour la première fois des spectacles. Pourquoi viser ce théâtre-là ? Les propos d'un directeur ne doivent pas entrer en compte dans l'attribution des subventions. Donc les choses sont claires. C'est pas non plus la franche camaraderie dans le monde de l'audiovisuel en ce moment. L'association des chaînes privées a écrit Elisabeth Borne pour dénoncer ce qu'elle considère être la position favorable de France Télévisions. Elles disent notamment que France 2, où nous sommes ce matin, développe une programmation étonnamment commerciale. Est-ce qu'elles ont raison, ces chaînes privées, de déplorer une forme de concurrence déloyale ? Alors, c'est ni à la Première ministre ni à moi de faire l'évaluation de la régulation du secteur de l'audiovisuel. C'est à l'Arcom, qui est le régulateur indépendant, autorité indépendante, et qui publie régulièrement des rapports qui évaluent les grilles de programmes de toutes les chaînes. Et quand que les chaînes de télé publiques remplissent correctement leur rôle aujourd'hui ? Quand on regarde les chiffres de l'Arcom, on a bien la vision claire que les missions du service public sont remplies. Les missions sont remplies. C'est tout ?
en matière d'information, en matière de création, en matière de documentaire. Les missions sont remplies. Les missions sont remplies, mais avec quel argent, ça on ne le sait pas trop. La redevance a été supprimée il y a quelques mois maintenant. Mais remplacée par un système qui a permis de compenser à l'euro près le même budget. Mais qui dépend d'un vote politique à chaque fois. Est-ce qu'il va y avoir un système de financement pérenne ? Mais c'était déjà pérenne le cas avant, avec la redevance dépendait aussi d'un vote politique. D'ailleurs, elle avait été baissée d'1 €. Il y avait toujours eu des débats autour de la redevance au sein du Parlement. Et ça dépendra toujours d'un vote politique. Donc il n'y aura pas un système indépendant de financement pérenne, intouchable, qui permet de garantir l'indépendance des services publics ? La vérité, c'est que rien n'est totalement intouchable. Tout dépendra toujours du Parlement. Mais aujourd'hui, plus ou moins protégé. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système qui est une fraction de la TVA déjà collectée et fléchée vers le financement de l'audiovisuel public. À titre personnel, moi, je considère que c'est un bon équilibre et que ce serait bien de pouvoir le prolonger, mais il y aura encore un débat au Parlement là-dessus. Et le retour de la pub après 20h, c'est un sujet sur le service public ? Non, je pense qu'il ne faut pas ouvrir ce sujet. Je pense qu'il y a un équilibre aujourd'hui qu'il faut préserver entre, là-dessus, les chaînes privées ont raison de s'en inquiéter. Il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, il y a en plus une concurrence telle avec les plateformes et les GAFAM que ce n'est pas le moment de rouvrir ce sujet. Et est-ce que la fusion, ce sera ma dernière question, entre France Télévisions et Radio France, figure sur votre agenda ? Non. Non ? Ben voilà qui est clair. Vous n'y êtes pas favorable ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas celle-ci, n'est pas de se lancer dans 10-12 ans de réorganisation de l'audiovisuel public. Je pense que la priorité est de répondre à des défis majeurs. Le premier d'entre eux, c'est la lutte contre la désinformation. C'est comment véritablement informer les Français avec une information fiable, sourcée, indépendante, pluraliste, et lutter contre les fake news. Comment faire pour que les chaînes de l'audiovisuel public se groupent encore plus, les Radio France et France Télévisions, pour lutter par exemple contre ça. Ça, c'est important. Est-ce que ça doit passer par un changement d'organisation ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Merci Rima Abdul Malak d'être venue ce matin. Merci à vous. On retourne tout de suite à Cannes.